entendu l'exposé très complet de mon voisin et ami Michael Mansfield, sera que vous ayez la gentillesse de transmettre le texte Executive Summary, ce premier texte, mais qui sera complété, comme nous l'avons dit, dans 28 jours, non seulement au président de l'Assemblée générale, actuellement en session, mais bien entendu à Monsieur le secrétaire général Ban Ki-moon, ainsi qu'aux autres instances. Je pense au Conseil des droits de l'homme, mais je pense naturellement aussi à tous les organes de cette grande institution qui ont constamment à traiter et qui traitent depuis des années avec ce problème non résolu qu'est la situation entre Israël et l'État de Palestine, et plus exactement le peuple palestinien. Monsieur le Président, notre souci au cours de ces derniers jours a été de rester fermement sur la vérité des faits et la pertinence du droit. La vérité des faits d'abord, nous avons pu entendre des experts et des témoins, en grand nombre cette fois, en grand nombre aussi aux 3 sessions précédentes qui se sont tenues successivement à Barcelone, à Londres et à la ville du Cap en Afrique du Sud. Et ainsi, la vérité des faits que nous soumettons dans ce texte est le résultat d'un effort approfondi de la part de juristes aussi qualifiés que mes 2 voisins et beaucoup d'autres qui ont contribué à la faire surgir. Le droit également doit être connu dans tous ses détails, pas seulement le droit qui figure dans la Charte des Nations Unies et qui est le fondement du droit international actuel, mais par le travail considérable fait par les différentes instances des Nations Unies, dont aucune n'a été faible, à mon avis, ou insuffisante dans la façon dont elle a décrit les violations et expliqué les raisons pour lesquelles ces violations n'étaient pas compatibles avec le droit international. Mais au-delà de l'effort pour faire connaître les faits, pour faire connaître le droit, l'effort pour rendre le droit effectif s'est heurté au problème que vous connaissez aussi bien, sinon depuis aussi longtemps que moi. Les difficultés que rencontre une organisation comme celle des Nations Unies tient principalement au fait qu'elle est restée jusqu'ici largement une organisation intergouvernementale, même si la charte commence par les mots « nous les peuples ». Comment les peuples ont-ils accès à ce que les Nations Unies décident? Vous le savez comme moi, ce n'est pour le moment que par le canal de leur gouvernement et des représentants officiels de leur gouvernement. Certes, je ne méconnais pas le rôle considérable joué à la suite de l'article 71 de la Charte par les organisations non gouvernementales, mais la pression que celles-ci exercent constamment et heureusement, en apportant toute la valeur des citoyens qui les composent, ces pressions n'ont pas été jusqu'ici suffisantes pour que les gouvernements se montrent à la hauteur de ce qu'attend d'eux la Charte des Nations Unies et les autres grands textes internationaux. Or, le monde n'est pas immobile.
Le monde, au cours de cette dernière année, a beaucoup bougé. Il y a eu des mouvements, et des mouvements importants dans beaucoup de pays, et pas seulement dans ceux qui ont l'habitude de l'action démocratique, mais dans beaucoup d'autres encore qui se sont débarrassés de leurs tyrans. Tout cela me permet de penser, en accord avec mes collègues du jury du tribunal Russell sur la Palestine, que le cas de cette Palestine, que la misère des Palestiniens peut aujourd'hui s'attendre à être prise en compte avec plus de vigueur, plus de désir d'aboutir non pas seulement à des proclamations, mais à des résultats, que cela n'a été le cas au cours des 60 dernières années. Voilà, Monsieur le Président, les quelques mots que je voulais prononcer en étant particulièrement reconnaissant à mon ami Michael Mansfield de la présentation qu'il vient de vous faire des conclusions auxquelles est arrivé dans sa 4e session le tribunal Russell sur la Palestine. Merci, monsieur.